aborderai très rapidement. Donc là, aujourd'hui, l'idée, donc on a une heure. Enfin voilà, je vais essayer d'aller assez vite. J'ai pas mal de slides, mais je vais. Donc voilà, moi je vais essayer de balayer un peu toutes les géothermies pour après faire le focus sur la géothermie de minime importance et un peu rentrer dans les détails. L'idée, c'est qu'en fin de diaporama, que vous puissiez aussi poser vos questions s'il y a des choses qui sont pas comprises. Après, moi, je suis pas juriste. Enfin, voilà, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez accessible et simplifié. Alors peut-être que vous apprendrez peut-être pas grand-chose, peut-être vous apprendrez pas mal de choses. Là, n'hésitez pas en tout cas à interagir sur le chat et puis faire remonter vos questions à Paloma qui pourra faire le relais. Alors, donc, déjà, donc le BRGEM, vraiment très rapidement, là, c'était en gros redresser les six missions du BRGEM. En fait, j'ai mis ça, c'est simplement pour rappeler que parmi ces six missions, en fait, il y a toujours un lien avec la géothermie ou les géothermies, que ce soit dans la connaissance du sous-sol, bien entendu dans la transition énergétique, et puis dans la gestion rationnelle et durable des ressources minérales primaires et secondaires, et puis notamment aussi les questions de risque, hein, puisque la géothermie, quand on fait des ouvrages, il faut aussi pouvoir anticiper ces risques. Et puis, il y a aussi la géothermie sur nappe, donc c'est aussi comment gérer ces ressources en eau, et puis et les données aussi associées à ces connaissances de ressources qu'on met aussi à disposition à travers différents sites internet. Aussi en introduction, je me suis permis de rappeler ce numéro de Géosciences là qui vient de sortir, c'était au mois de septembre. Donc je vous invite à le parcourir. C'est donc c'est en tout cas c'est un point d'entrée intéressant. En tout cas moi qui m'a intéressé, puisque là bon c'est pas hyper visible, on verra sur la slide d'après, mais voilà, ça dresse un peu les différentes typologie d'installation de géothermie, que ce soit de surface ou profonde. Alors, on reviendra aussi sur ces notions. L'idée, c'est que voilà, les géothermies, on a des termes qui vont être d'usage technique, et puis derrière, il y a aussi des termes réglementaires, et ce ne sont pas forcément des termes qui coïncident parfaitement. Donc, l'exercice de cette présentation, ça va être de pouvoir vous expliquer tout ça, de pouvoir se projeter par rapport à et faire le lien entre des typologies de termes techniques avec le lien donc avec des termes réglementaires et des catégories réglementaires. Donc voilà, donc quand on aborde la géothermie de manière large, on va parler de très basse, moyenne et haute énergie. On va aussi parler de valorisation et d'usage de ces énergies. Donc sur la définition de la géothermie en introduction, alors je ne vais pas vous lire la définition. Alors ce diaporama, hein, de toute façon, vous sera fourni, ça qui permet aussi pour vous d'avoir en fait quelques références. Donc voilà. Donc en tout cas la géothermie, donc c'est ce qui désigne l'énergie thermique interne de la Terre, et du coup c'est le derrière, c'est le fait de pouvoir donc récupérer de la chaleur, des calories, des thermies, pour faire soit de l'usage direct du chaud, du froid, ou alors ça peut être de manière indirecte en utilisant des pompes à chaleur ou encore de la production d'électricité. Donc en fait, la géothermie, on va dire qu'il y a deux grands domaines. Il y a l'énergie la chaleur dite primitive, en fait, qui est liée donc à la formation, à l'origine de la formation de la Terre, avec notamment c'est en majorité lié cette chaleur à la désintégration des éléments radioactifs, mais aussi sur la partie vraiment de surface supérieure, c'est aussi une constante une constante de température qui est liée donc à l'interface sol-atmosphère. Voilà, donc déjà ça permet voilà, la géothermie, ça va de la surface vraiment en profondeur, sachant qu'après il y a le gradient géothermique, on gagne 3,3 degrés en moyenne pour 100 mètres de profondeur.
Donc j'ai repris le schéma qui est dans le Géosciences et puis qui est très intéressant puisqu'il présente en fait un ensemble des grandes classes d'installations. Alors, alors tout à droite, là, c'est dans le contexte volcanique. Donc là, en l'occurrence, ça peut être bouillante en Guadeloupe, mais donc sur la partie gauche, sur la grande figure, là, j'ai distingué donc ce qui relève de la géothermie de surface, de ce qui peut relever donc de la géothermie profonde, et sachant que dans la géothermie profonde, on peut faire aussi deux sous-catégories entre de la géothermie profonde sur aquifère et puis aussi de la géothermie sur réservoir fracturé. Voilà. Donc du coup, sur la géothermie de surface, donc là aujourd'hui, on va aller petit à petit focus sur la GMI, donc la géothermie de mi-importance, mais qui est une géothermie de surface. Et donc sur ces géothermies de surface, on peut retrouver de l'agricole avec que ce soit pour alimenter des serres, de l'industriel, du collectif, du tertiaire, et donc soit avec des technologies sur sonde, donc échangeurs conductifs, ou alors sur nappe, où là c'est par la matière, l'eau, qu'on va récupérer les calories. Voilà, sachant que en fonction des températures recherchées, on va aller chercher plus profond, en tout cas les aquifères, pour avoir des températures plus élevées, soit pour des usages directs ou des usages optimisés avec des rehausses avec les pompes à chaleur. Donc, vous voyez, on a de la géothermie, on va parler de basse énergie, de très basse énergie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On va aller sur la slide suivante. Donc, pour la géothermie de surface, donc le gros encart que j'ai fait, en fait, on va être sur une désignation donc de l'énergie du sol et des eaux souterraines dans les premières centaines de mètres du sol. Et donc voilà, et on se base sur la stabilité de cette température du sous-sol, hein, et donc sachant qu'on va être dans des températures constantes toute l'année qui vont s'échelonner entre 10 et 25 degrés. Et, et donc, du coup, on peut faire avec cette géothermie de surface de la production de chaud, de la production de froid ou du rafraîchissement. Ça, c'est le géocooling, donc sans l'usage des pompes à chaleur. Alors, justement, question de température, donc à travers un projet que je mène avec des collègues sur la caractérisation donc des propriétés thermiques sol de France, un projet avec l'ADEME. Donc on a mis en place en fait une cartographie des températures rencontrées donc à différentes profondeurs. Donc là c'est typiquement, ça intéresse les sondes géothermiques verticales, puisque donc sur 50 mètres de profondeur, sur 100 mètres de profondeur, ou en moyenne sur 200 mètres de profondeur, là, on a les températures. Donc, on voit qu'en gros, les températures du sous-sol sont échelonnées entre 17-18 degrés au maximum à un peu plus de 5 degrés. Et donc, on voit que c'est lié à l'altitude et puis à la latitude. Donc, plus on est au nord, forcément, plus il fait froid. Et puis après, et plus on monte en altitude, c'est pareil, les roches vont être de plus en plus froides. Et par contre, si on va de plus en plus profond, on augmente légèrement les températures, les températures qu'on va exploiter. Sur les usages de l'énergie de géothermie de surface, donc là j'ai repris donc un tableau qu'on a réalisé pour faire un lexique des différents usages d'énergie de géothermie, alors que ce soit surface ou profond, là c'est ce qu'on voit tout à droite. Donc on voit que pour la géothermie de surface que j'ai colorié en vert, voilà, on peut faire beaucoup de choses en géothermie de surface, que ce soit donc de la production d'eau chaude, de la production de chaleur à usage industriel, du stockage de chaleur, du rafraîchissement, de la climatisation. Par exemple, le rafraîchissement en usage direct, ça on peut le faire qu'en surface, comme la climatisation. C'est pas avec la géothermie profonde, avec des températures plus élevées, qu'on pourra refroidir. Donc voilà, donc en gros, donc pour résumer, donc dans ces usages de géothermie de surface, on a un usage direct de l'énergie, donc ça va être le rafraîchissement, le géocooling, et c'est des usages de production de chaleur ou de froid au moyen d'une pompe à chaleur géothermique. Et puis ces productions de chaud et de froid aussi, l'intérêt c'est qu'on peut le faire en simultané et donc du coup interagir entre les besoins saisonniers.
Alors, donc, on va rentrer un peu plus dans le dur et dans le vif du sujet. C'est la géothermie, donc, de minime importance dans la géothermie de surface. Donc là, on sort un peu du contexte géothermie de surface, mais on rentre dans le contexte réglementaire. Et donc, quand on regarde le code minier et les différents catégories réglementaires qui commencent à se dessiner. Donc on note que pour de la géothermie, l'exploitation de gîtes géothermiques, le régime légal des mines propose donc des concessions quand on va avoir une énergie primaire supérieure à 20 mégawatts ou des permis d'exploitation. Donc ça, c'est le régime classique de la géothermie, avec aussi dans ce régime la phase exploration. On peut demander, donc il faut demander des autorisations de recherche ou voire même des permis exclusifs si on veut développer notamment une concession pour avoir un usage assuré d'un gîte géothermique. Et donc, pour la géothermie de minime importance, en fait, il s'agit simplement d'un régime déclaratif spécifique qui est condition d'un certain nombre de critères, notamment de puissance, de profondeur, de température, et puis de localisation par rapport à des zones réglementaires. Donc, on va revenir là-dessus. Donc, en gros, ce régime spécifique de géothermie minime importance, là, donc il est en place depuis 2015. Donc, il y a eu le décret de 2015 du 8 janvier, et puis ensuite, il y a eu l'arrêté du 25 juin 2015. Et donc, ça s'est mis en place dans un contexte de développement des énergies renouvelables et de la transition énergétique. Et donc, l'objectif était de simplifier les démarches administratives et puis notamment la mise en place d'un service de télédéclaration sur Internet. Alors, ce régime, alors donc je rappelle qu'en fait, il s'applique donc à des échangeurs géothermiques ouverts ou fermés. Donc, les échangeurs géothermiques ouverts, donc c'est les doublets sur nappe, et puis les échangeurs fermés, donc c'est les sondes, ce sont les sondes, donc les sondes verticales, donc sondes géothermiques verticales où là on a un fluide caloporteur là, qui circule, donc c'est de l'eau glycolée et qui vient permettre les échanges conductifs avec le sous-sol, avec le terrain. Voilà, donc ça, ce sont des échangeurs qui vont avoir donc un impact, des impacts qu'on va dire des impacts minimes sur l'environnement. Donc déjà, voilà, l'idée de la minime importance, c'est-à-dire qu'en fait, on ne considère plus le gîte en tant que gîte géothermique comment dire, une forte capacité. Donc, on va être sur de la minime importance, le fait que donc les impacts sont minimes sur l'environnement et qui respectent donc des conditions d'appartenance des exploitations de gîtes géothermiques au régime de la minime importance. Donc ça, c'est défini dans les articles, certains articles du Code minier et du décret de 78. Donc c'est des choses qui sont déjà anciennes puisque la minime importance existait déjà avant la mise en place de ce régime spécifique, puisqu'on avait la géothermie basse température de minime importance. On reviendra rapidement dessus aussi. Alors, donc les critères associés à ce régime déclaratif, hein, alors tout d'abord, ces activités doivent être dans des zones qui ne présentent pas de risque géologique significatif. Donc, c'est ce qui correspond ces zones avec un risque géologique significatif, c'est donc dans les cartes réglementaires, c'est la couleur rouge. Voilà, dans les zones rouges, on pourra pas imaginer un projet de GMI. On reviendra sur ces cartographies. Et puis, bah aussi, l'autre critère général, c'est qu'il faut pas dépasser une puissance totale prélevée au-delà des 500 kilowatts. Alors,
avant la GMI, la basse température de minime importance, on était sur des valeurs en kilowatts de l'ordre de 232 kilowatts. Donc, en fait, le passage au régime GMI a permis donc d'autoriser des puissances un peu plus importantes dans ce type d'installation. Alors ensuite, les ouvrages qui sont associés donc, à cette activité, donc on a des ouvrages de type échangeur fermé ou d'échangeur ouvert. Donc de toute façon qu'ils soient fermés ou ouverts, donc sur nappe ou sur sonde, ils ne doivent pas dépasser les 200 mètres de profondeur et doivent être réalisés par des entreprises qui sont qualifiées et donc qui seront dans une liste publiée et donc seules ces entreprises pourront donc réaliser ce type d'installation. Pour les échangeurs ouverts, donc les doublets, donc les forages, prélèvements, réinjection sur nappe, donc les eaux prélevées doivent être inférieures à 25 degrés et puis être réinjectées totalement dans l'aquifère de prélèvement, dans le même aquifère. On ne peut pas imaginer une installation GMI où l'eau serait prélevée par exemple dans une nappe captive et remise réinjectée dans une nappe libre en surface, donc une nappe différente. Et puis ces débits ne doivent pas dépasser les 80 mètres cubeurs. Donc ça, c'est un peu en résonance donc avec le code de l'environnement par rapport au IOTA et au débit de prélèvement. Et puis aussi de 200 000 mètres cubes. Voilà, et puis après, on ne doit pas faire varier la température à 200 mètres de ces installations au-delà des 4 degrés. Alors, donc, pour la GMI, ce que je vous disais, donc, on a réalisé donc, on va dire un vadémécum. Donc, on a repris en fait toute la réglementation donc, de l'arrêté de l'arrêté de 2015 pour le rendre un peu plus digeste et accessible. Donc, c'est un travail qu'on a mené donc, avec l'Adréal des Pays de la Loire, ce qui a été aussi soumis à la DGPR. La SFG et puis Cali Forage aussi enfin Qualité ENR donc sont intervenus enfin voilà et puis et la SPG aussi donc on a mis en place donc ce vadémécum et donc il est à disposition sur le site géothermie.fr en voilà téléchargement enfin en téléchargement donc je vous ai mis le lien. Donc, il rappelle il rappelle donc par rapport à la GMI, les critères qu'on vient de voir à l'instant, mais aussi donc les conditions d'implantation, le suivi des travaux et la production des pièces nécessaires à la T-déclaration, ça c'est un point aussi très important, et puis les points de conformité technique qui sont dans la réalisation des ouvrages avec la phase forage, la phase de cimentation, de raccordement et puis même si on devait donc arrêter l'exploitation, de quelle mesure on peut le faire. Voilà. Et les règles de l'art, ça c'est des choses qui viennent en plus. Là, on est plus dans une approche conseil pour optimiser au mieux son installation au regard des règles de l'art connues sur ces installations de géothermie, donc soit sur nappe ou soit sur sonde. Donc je vais partager. Alors, hop, je vais ouvrir le document. Donc normalement, vous devez le voir. Alors je ne sais pas si. Oui, non. Alors, pardon. Ouais, là on voit tes slides encore. Ouais. Ah oui, c'est parce que j'avais pas glissé le. Voilà, là c'est parfait. Alors, affichage. Alors bon, est-ce que je tente le plein écran? Pof. Alors, afficher. C'est hier, je l'ai. Alors, zoom, afficher la page. Bah non, je vais. Contenu. Ah bah zut. Taille réelle, non, c'est pas ça. Bon, bref. Ah bah s'il est là, mode plein écran, pardon.
voilà, donc du coup, donc là c'est juste, je pense que beaucoup d'entre vous, enfin certainement, enfin, il y en a certains qui ont déjà parcouru ce document et ils le connaissent bien, mais voilà, simplement là c'est rappeler un peu son contenu, donc il fait une petite dizaine de pages, enfin non, un peu plus, je ne sais plus, 16 pages. Donc là l'idée c'était de rappeler donc, comme je vous disais, hein, donc le contexte de la géothermie de mini-importance, et puis et donc pour le coup aiguiller en tout cas le maître d'ouvrage. Alors c'est à la fois pour les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, ça peut être aussi pour l'entreprise de forage aussi. Ça peut être toujours intéressant de se rappeler de tout ce qui est attendu autour de ces installations, de rappeler qui est donc aussi responsable de l'exploitation d'une installation de minime importance. Voilà, donc un guide donc, qui est destiné à un ensemble d'utilisateurs possibles, donc avec donc les critères, comme on l'avait spécifié, les conditions d'implantation, donc on rappelle les cartes des zones réglementaires, hein, avec les zones orange, vertes et rouges. Ça, je vous montrerai après sur le site de géothermie.fr parce qu'on est sur l'interface de télédéclaration, on va savoir si on est en zone verte, orange ou rouge, mais on peut aussi très bien regarder ces cartes réglementaires sur géothermie.fr. Donc voilà, donc les zones oranges, c'est la particularité, c'est que du coup, ça va faire appel donc à un expert pour valider le projet et mettre alors soit des réserves ou soit donc des préconisations en termes de mise en place technique. Alors, un point important et sur lequel on peut des fois un peu buter, c'est sur les conditions d'implantation en dehors des contraintes de la cartographie réglementaire. Il y a un ensemble de points sur lesquels il faut être vigilant. Alors, c'est peut-être pas super lisible, hein, mais alors il y a il y a des choses sur lesquelles il faut faire attention. Alors, quand il s'agit que ce soit boucle ouverte ou fermée, donc échangeur fermé ou ouvert, typiquement, un point important, c'est déjà les périmètres de protection des captages d'eau potable. Et donc, c'est tous les périmètres rapprochés, en fait, on ne peut pas faire de GMI. Et ça, c'est voilà, c'est quelque chose à bien garder en tête. Après, bon, il y a des conditions d'éloignement par rapport à des risques sur des stockages d'hydrocarbures, etc., de bâtiments d'élevage, etc. Donc, que ce soit sur nappe ou sur sonde. Et après, quand on va être sur des boucles fermées, on va avoir aussi des contraintes. Alors, la limite de propriété, hein, d'être à plus de 5 mètres d'une limite de propriété, des conduites collectives, etc. Et puis pour les boucles ouvertes, il y aura aussi d'autres aspects de type d'éloignement par rapport donc aux conduites d'assainissement et de veiller donc à éviter de se retrouver à capter ou en tout cas à créer des désordres liés à des canalisations non étanches et dans des horizons plus ou moins perméables. Donc voilà, et puis sur le contexte, donc cette prise en compte du contexte, il faut aussi veiller à regarder le contenu des âges. Alors ça des fois ça peut créer des situations un peu décalé, étant donné que certaines préconisations des SDAG sont antérieures à la réglementation GMI. Donc là, alors ça, c'est des choses sur lesquelles on commence à travailler au Bergem avec d'expertiser un peu ces conditions d'implantation et notamment les conditions des SDAG. Là, on va regarder ça. Voilà, donc ça, c'était pour la mise en place donc des conditions d'implantation et après donc on va vraiment développer la partie projet d'installation GNI et donc pas à pas donc on décompose en fait la mise en place d'une installation de géothermie de minime importance avec le volet
avec le volet déclaratif, comment ça fonctionne, les pièces qui sont demandées. Donc en majuscule en gras, donc c'est les documents qui sont obligatoires, qui sont rappelés. Voilà, donc c'est qui donne une lecture assez assez rapide et efficace. Et puis après, sur les phases de travaux, sont rappelés donc tous les points d'attention. Là, on rappelle le rapport de fin de forage, tout ce qu'il doit contenir, et puis les points de vigilance et les éléments à produire pour le suivi de ces travaux. Après, il y a aussi dans la GMI, il y a aussi toute la phase de vie de l'exploitation. Où en fait l'exploitant mène des opérations de surveillance et puis note aussi les incidents survenus en cours d'exploitation. Et sur la phase d'arrêt des travaux, il y aura une déclaration à faire de fermeture de ces installations avec toutes les préconisations qui sont demandées. Sur les points de conformité technique, donc là c'est vraiment pour respecter la conformité technique, donc c'est-à-dire la façon de réaliser l'ouvrage, les ouvrages, donc que ce soit en termes de matériel, en termes de pardon, voilà, en termes de en termes de préparation du chantier, du matériel employé et des équipements et des essais de réception des échangeurs géothermiques. Donc ça sur la phase forage, à la fois aussi sur la phase cimentation, on a détaillé tout ce qui donc à la fois en faisant la distinction pour une installation sur nappe et sur sonde, et puis sur la phase aussi raccordement. Donc vous voyez c'est assez voilà, en fait, il y avait beaucoup d'éléments, en tout cas dans la réglementation, qu'il a fallu un peu remettre à plat pour avoir une vision de synthèse de la mise en place de ces installations. Bon, voilà, je vous laisserai reprendre ce document si vous devez suivre et mettre en place des installations de géothermie de minime importance. Et puis à la fin du document, là, ce sont les règles de l'art, où là, en fait, on a classé ce qui nous semblait important à recommander ou voire conseiller, donc que ce soit par rapport à l'implantation de l'installation, la phase forage et sur sa conception et sa mise en place. Voilà, donc on a un certain nombre de préconisations qui sont formulées, qui sont reprises d'éléments normatifs ou de retours d'expérience. Et puis, voilà, les liens utiles en arrière. Donc, ce Vademecum, là, il sera d'ici quelques mois, un an, en fait, il sera repris et remis à jour avec pour être plutôt une version plus nationale, c'est-à-dire sur les conditions d'implantation, il y a un travail qui est mené, qui permettra d'abonder un peu ce Vademecum, et du coup on le réactualisera. Alors je reviens à la présentation, hein, donc là, bon, un peu d'image de cartographie. Là, c'est donc si on prend donc toutes les installations de géothermie, alors ça a un état au mois de mars, hein, je n'ai pas réactualisé, mais ça permet de se projeter, de voir un peu la diversité des puissances de ces installations de GMI, quel que soit le type d'échangeur. Donc là, on a donc là, ce tableau, je ne cherchais pas trop à le lire, c'est juste pour dire que quand on télédéclare une installation de géothermie de minime importance, l'idée, comme il faut respecter les critères, donc c'est en fonction de la longueur des échangeurs, puisque c'est forfaitaire, c'est 50 watts par mètre, ou alors du débit et de la puissance recherchée en
en termes pour des échangeurs ouverts. Donc, ce qui fait que, en fait, quel que soit le type d'échangeur, on a cette information renseignée à 100%, ce qui permet de faire cette cartographie. Donc, voilà, donc les plus gros points marron foncé, donc ce sont les échangeurs qui font plus de 200 de plus de 200 kWh. Et puis les plus petits points, on va être entre 5 à 50 kilowatts, ce qui correspond à des installations pour surtout de l'individuel. Sur la géothermie de mine importante, c'était important aussi parce que donc, on retrouve aussi des documents, notamment sur géothermie.fr. Là, on a ce type de document. Alors là, c'est aussi pour introduire la GMI vis-à-vis de la géothermie de surface et des autres géothermies. On va se retrouver donc avec ces critères de géothermie de milieu importance, donc qui sont vraiment compris entre. Donc c'est des façons de représenter les choses entre 10 et 200 mètres. Au-dessus des 10 mètres, on va être sur des échangeurs qui sortent du cadre du code minier. Donc, soit des puits canadiens, des géostructures thermiques, on reviendra là-dessus. Et puis, au-delà des 200 mètres, voilà, donc on ne respecte pas les critères GMI, sauf que ce n'est pas tout à fait vrai, puisque en fait, on peut très bien sortir de la GMI, mais rester dans cette zone de 10 à 200 mètres, voire même être entre le 0 et 10 mètres. Voilà, donc du coup, donc moi j'avais fait un schéma, alors ça peut piquer un peu les yeux, mais en fait là-dedans ça résume d'une certaine manière en fait sur des critères de profondeur et de température, ça positionne en fait un peu les différents types de géothermie. Donc de termes d'usage qui peuvent être la géothermie de surface et la géothermie profonde. Alors là, j'ai mis le périmètre de l'observatoire. Du coup, tout à l'heure, je vais vous montrer les données de l'observatoire de géothermie de surface. Mais voilà, la GMI, c'est un cadre spécifique où on retrouve avant la géothermie de minime importance avant les textes de loi GMI, mais elle qui était cantonnée à 100 mètres et aussi de 232 kilowatts pour une température d'inférence de 20 degrés. Voilà. Donc du coup, on est ici. On voit que les géostructures thermiques, elles ne sont pas non plus cantonnées à 10 mètres. Donc pour les géostructures thermiques, au-delà de 10 mètres, on ne rentre pas du tout dans de la GMI. Donc ce sont d'abord des ouvrages d'art. Voilà. Et puis après, la géothermie profonde sur aquifère. Là, on est plus à partir de 400 mètres et pour le coup, on va rentrer dans le régime légal des mines qui est ici, avec avant 2020 des critères de température. Donc, quand on était inférieur à 150 degrés, donc on était dans des permis, et au-delà des 150 degrés, on rentrait dans le domaine de la concession. Depuis 2020, donc c'est ce qui est en rose ici, c'est maintenant des critères de puissance qui ont été qui ont été actés. En dessous entre le 0 et 10 mètres, il faut faire attention, on peut quand même être dans le régime légal des mines, et c'est le cas des échangeurs géothermiques ouverts s'ils ne respectent pas les critères spécifiques que j'ai émis. Donc on va revenir aussi là-dessus, sachant que donc ce qu'il faut voir là-dessus, c'est que le régime, on peut donc être dans cette zone-là et être quand même dans du régime légal des mines aujourd'hui, puisque si on dépasse les 500 kilowatts, donc on est dans l'intervalle 500 kilowatts, 20 mégawatts, et on serait en permis d'exploitation. Alors, des installations de ce type, ça existe, il va y en avoir et il peut y en avoir, et il va y en avoir de plus en plus. Donc on a fait un travail de catégorisation de ces différentes installations, configurations d'installations géothermiques. Alors, il va y en avoir 8 à présenter. Donc, la première, on est sur la géothermie de surface, sur échangeurs géothermiques fermés. On va retrouver les échangeurs horizontaux, les corbeilles, des murs, des échangeurs compacts. Et donc, cela ne relève pas du régime légal des mines. Donc, c'est des travaux classiques qui ne sont pas donc qui ne rentrent pas dans
ce régime légal des mines, tout simplement. Donc, quand on dit régime légal des mines, et ça ne relève pas du régime légal des mines, c'est hors régime légal des mines et de la GMI. Donc, un 1B, 1C, alors on commence avec le 1B, ça c'est pour des échangeurs ouverts de moins de 10 mètres de profondeur. Donc, si ces échangeurs ouverts, ils respectent à l'ensemble des conditions de la GMI, dans ce cas-là, ils ne relèvent pas du régime légal des mines. A contrario, si ils présentent des incidences significatives et donc ils ne respectent pas, en tout cas aux conditions de la GMI, donc pour le coup, ils relèvent du régime légal des mines et donc il y aura des permis à demander. Sur les géostructures thermiques, hein, donc on se retrouve donc dans cette zone-là. Donc, eux, ils ne relèvent pas du régime légal des mines. Par contre, ils peuvent relever, si on est à plus de 10 mètres, des déclarations préalables au titre du code minier, donc des travaux de plus de 10 mètres de profondeur. Ce type de configuration, donc c'est des pieux, ça peut être des pieux qui donc tiennent les bâtiments, mais ça peut être aussi d'autres ouvrages, comme là j'ai mis l'illustration là pour le métro de Rennes, où en fait on a des parois moulées, des voussoirs, des radiers qui sont donc équipés d'échangeurs et qui vont alimenter donc une pompe à chaleur et qui elle-même alimente donc le bâtiment. Après, on a la géothermie de basse température, à basse température de minime importance, donc avant les textes de loi de la GMI, où là, en fait, il fallait pas dépasser les 100 mètres de profondeur, que ce soit ouvert ou fermé. Et puis, en termes de débit d'énergie, on devait être en dessous des 200 thermi-heures, qui correspond à peu près à 232 kilowatts. Donc, ce régime, il a été remplacé par le nouveau régime qui est la géothermie de minime importance, hein, et donc qui, elle, voilà, bon, on a vu un peu ces critères, donc avec un téléservice de télédéclaration. Ensuite, on va avoir donc avant 2020, donc la partie jusqu'à 150 degrés. Hein, donc, on voit bien qu'elle englobe cette partie du régime spécifique de la GMI. Donc, si on respecte pas ces critères, on tombe sur ce régime de basse température, sachant que ce régime de basse température, j'aurais pu le remonter pour englober d'ailleurs les échangeurs géothermiques ouverts s'ils respectent pas les critères GNI. Ensuite, là depuis 2020, donc on est sur des critères de puissance et non plus sur des critères de température. Donc là, du coup, ça englobe tout, quoi. Alors là, du coup, j'ai bien monté. Ah oui, non, excusez-moi. Avant, je n'avais pas monté, c'est parce que puisque en fait, ce type d'échangeur était de moins de 10 mètres. Du coup, il était sous le coup de la police de l'eau et du coup, c'est la raison pour laquelle je ne l'avais pas remonté. Donc là, c'est la situation actuelle pour des installations inférieures à 20 mégawatts, où on va retrouver de la géothermie profonde sur nappe, la géothermie sur les pour accéder donc à des milieux fracturés, où on peut aussi retrouver la géothermie même dans des zones volcaniques. Bon, après dans les zones volcaniques et pour faire l'électricité, on risque plus d'être au-delà des 20 mégawatts tout de même. Et donc là, pour le plus de 20 mégawatts, là, c'est là où on va retrouver par exemple Bouillante en Guadeloupe, d'autres sites. Hein, et donc pour la production d'électricité, donc les nappes profondes et puis les aquifères profonds et puis dans le milieu fracturé. Et donc là, c'est pareil, c'est exactement le même type d'emprise. Bon, après sur la partie moins de 10 mètres, je pense pas qu'aujourd'hui il y ait d'installation de ce type. Et puis enfin, bon là c'est le supérieur à 150 degrés avant 2020, où là, typiquement Bouillante était dans ce type de configuration.
Voilà, donc si on reprend ces 8 catégories et qu'on regarde ce qui peut concerner la géothermie de surface, bah, au final, on a donc, enfin voilà, on retrouve sur les 10 catégories, on va retrouver ces 8 catégories. euh, donc avec les 3 sous-catégories en inférieur de 10 mètres, les géostructures thermiques, la basse température, parce que j'ai pas mis au-delà des 150 pour la géothermie de surface, et puis ni les supérieurs à 20 mégawatts, parce que pour l'instant, c'est peu probable. Et un point important, c'est que bah, aujourd'hui, la géothermie de basse, enfin, les installations avant la GMI qui sont en route peuvent être et vont pouvoir être redéclarées pour être rebasculées en GMI. Depuis quelques semaines, là, en fait, il y a eu donc une nouvelle possibilité sur le service de télédéclaration pour régulariser des installations plus anciennes. Voilà, donc là maintenant, je vais introduire un peu les données de l'observatoire, comment ça fonctionne. Alors, l'observatoire de géothermie de surface, comme son nom l'indique, il ne se cantonne pas qu'aux installations de GMI, mais cherche donc à intégrer donc, toutes les installations qui sont contenues dans la banque du sous-sol. Donc, on a les installations avant GMI. Et puis, on peut aussi avoir des installations type sur géostructure thermique. Alors bon, ça reste complètement anecdotique à ce stade, mais bon, l'idée de tout ce qui est un peu en lien avec le code minier, donc peut être redistribué à travers cet observatoire, sachant qu'aujourd'hui, bah, le service de télédéclaration GMI alimente la BSS. Et puis, ce que je vous disais aussi, on peut avoir des installations de géothermie de surface qui sont du régime légal des mines, et auquel cas, là, il faudra donc se rapprocher des DREAL et des préfectures pour accéder au dossier d'exploitation pour récupérer les données, pour pouvoir les retransmettre. Et après, c'est aussi autour de cet observatoire un travail d'échange avec la FPG, les services d'État, des animateurs, des professionnels de la filière, pour alimenter la banque du sous-sol et pour redistribuer les données à travers cet observatoire. Donc là, si on prend, alors les points foncés, c'est donc bleu, c'est nappe, rouge, c'est sonde, et donc les points foncés, c'est les points d'installation GMI, et par rapport à l'avant GMI, donc on voit que l'activité GMI elle concorde à peu près à l'historique que nous avions donc en base de données du sous-sol, hein, en BSS. Le principe de fonctionnement de la TGV, bon, très rapidement, c'est juste pour dire que dans l'observatoire de géothermie de surface, on peut voir donc les installations dès le statut réservé. Dès lors qu'on ouvre une nouvelle installation, tant qu'on n'a pas encore fait les travaux, on peut voir ces données-là. Et puis dès que le rapport de fin de travaux est déposé, bah, ça bascule automatiquement les ouvrages à un statut confirmé dans le statut du dossier de banque du sous-sol. Et donc, le statut confirmé ou finalisé, on les voit de la même manière à travers l'observatoire. Sachant que sur Infoterre, on n'accède qu'au dossier de statut finalisé. Alors, euh, donc là, bon, c'est les différents statuts de déclaration dans une télé-GMI avec la phase en cours à expertiser, valider et terminer. Donc valider, ça veut dire qu'en fait, la déclaration est bonne et elle est en attente du rapport de fin de forage, et puis elle est terminée dès lors qu'il y a le rapport de fin de forage qui est déposé. Les types de déclarations dans la GMI, alors c'est pareil, il y a plusieurs types de déclarations. Qu'est-ce qu'on peut faire en télé-GMI? Bah, on peut déclarer une nouvelle installation, on peut modifier un exploitant en cours de fonctionnement de cette installation. On peut aussi modifier une installation, soit en ajout, en suppression d'ouvrage. Et on peut aussi donc forcément arrêter cette installation. Au départ de la mise en place du service, on pouvait régulariser des installations existantes. Service qui a été coupé, alors je sais plus, je crois que c'est 2018, et du coup là il reprend. Donc il y a maintenant la déclaration de régularisation là, qui s'est mise en place début octobre. Donc ça, j'en reviens pas dessus, ça c'est juste un peu le pense-bête. C'est donc tous les éléments qui constituent un rapport de fin de forage qui doit être déposé sur le service GMI. Donc là, c'est pour les éléments qui sont exigés, qui sont
voilà, qui sont exigés pour répondre réglementairement donc à la GMI. Donc ça, c'est pour des échangeurs fermés. Ça, ce sont pour les échangeurs ouverts. Et on voit que pour les échangeurs ouverts, c'est voilà, c'est notamment pour des installations de plus de 8 mètres cubes heure, il y a quand même un certain nombre d'éléments aussi qui sont à fournir. Donc, euh, voilà, c'est des dossiers souvent qui sont menés par des bureaux, enfin, qui sont menés par des bureaux d'études d'ingénierie, donc en hydrogéologie, qui vont donc travailler et faire le suivi de ces installations. Du coup, sur la géothermie, pour accéder aux données et donc de l'observatoire, hein, donc on a mis en place une URL qui permet d'activer automatiquement les 4 couches du web service, hein, puisque ces 4 couches, donc on fait la distinction entre installation sur nappe, sur sonde, et puis aussi une distinction entre ce qui relève de l'installation et ce qui relève des ouvrages. Donc voilà, donc ce sont les 4 couches. Donc là, si on active uniquement les installations, donc alors les installations, c'est les points barycentres des ouvrages, hein, c'est le principe. Donc alors, au début, quand on a récupéré les données anciennes, des fois on n'avait qu'un seul ouvrage pour X ouvrages et que du coup on avait un seul point unique. Donc ça, on a éclaté donc ces ouvrages pour rentrer que dans des configurations de ce type. Donc voilà, en bleu c'est sur nappe et en vert c'est sur sonde et que quand c'est clair, bah, c'est la phase déclarative et quand c'est foncé, c'est que les ouvrages sont réalisés. Les données, bon là, ne cherchez pas à lire, mais c'est voilà, en fait, on a des données spécifiques aux installations et aux ouvrages. Et puis dans les ouvrages, on peut aller comme ça, aller ouvrir aussi le dossier sur Infoterre des données techniques. Voilà. Donc on retrouve un certain nombre d'éléments. Tout n'est pas encore bien renseigné. On travaille dessus là par rapport aux notions de puissance, puisqu'en fait on avait des problèmes de déversement automatique, là, donc on est en train de corriger. Après, sur les données de l'observatoire, on peut les télécharger, on peut récupérer les données, et puis on peut faire donc des cartographies thématiques, hein, que ce soit sur les profondeurs, donc des échangeurs. Donc à gauche, on est sur des profondeurs moins importantes, donc sur de la géothermie sur nappe par rapport à de la géothermie sur sonde, où là on va donc installer. L'objectif est de mettre du métré en termes de longueur de sonde. Donc on va aller faire des sondes plus profondes. Et pour la géothermie de surface sur nappe, on est plutôt sur la recherche d'une nappe libre et la moins profonde possible. Voilà. Dans les valorisations qu'on mène rapidement, je vois que le temps passe très vite. Donc là, c'est juste qu'on a aussi moissonné toutes les données donc l'observatoire. Aujourd'hui, c'est plus de 30 000 installations et dont 7 500 qui relèvent de la GMI. Hein. Donc voilà, on a tout moissonné pour identifier, faire la dichotomie entre ce qui est de l'individuel du collectif tertiaire. Et donc, on a fait une classification avec 316 items en 4 catégories et qui s'ancre sur une classification du code de l'urbanisme. Et typiquement, donc on peut recomposer à façon recomposer donc cette classification. Donc, on a fait un exercice avec cette destination de l'industriel, donc très simplifié, logement individuel, mais très pratique, ce qui permet donc voilà, donc ça c'était dans la GMI, sur les 7000, on a plus de 1714 qui relèvent du collectif tertiaire et pour l'avant GMI, on a identifié aujourd'hui 2830 qui relèvent du collectif tertiaire, donc tertiaire ou industriel ou agricole. Hein, voilà, ce qui fait qu'on peut faire donc des petites analyses. Alors, si on regarde uniquement pour la GMI, là, je vous ai mis un peu les calculs qu'on a menés. Donc, pour du logement individuel, donc toutes confondues nappe-sonde, on est autour de 10 kW de puissance. Et pour l'industriel, on va être en moyenne autour de 166, etc. Donc, voilà, ça permet sur ces 7 secteurs d'activité, en tout cas, d'avoir des valeurs et en séparant son nappe également.
Du coup, bah, si on le représente d'un point de vue cartographique, en logement individuel, voici un peu la cartographie des données de GMI aujourd'hui. Alors là, on est vraiment sur les installations GMI. Hein. Donc du coup, logement individuel. À droite, c'est le logement collectif et hébergement. Donc là, exploitation agricole et forestière, donc il y en a quand même beaucoup moins, mais par contre avec des installations plus puissantes, et activité industrielle également. Et puis là, c'est les trois catégories du tertiaire, sous-catégories de tertiaire. Donc, avec les équipements d'intérêt collectif, là c'est pour les mairies, les crèches, les écoles, les écoles et les différents services publics. Là, c'est les commerces à activités de services. Et puis troisième, on a les autres activités de secteur tertiaire. Donc si on combine les trois, ça fait le secteur tertiaire. Et donc là, on se retrouve avec cette cartographie de synthèse. Donc là, ça permet vraiment de voir le déploiement en temps réel, donc cette géothermie de surface qui est dans le cadre de la GMI. Et après, si on recompare la GMI avec le nombre de nouvelles installations de pompage chaleur pour du logement individuel. Donc là, si on filtre ce qu'on a identifié comme logement individuel et qu'on le compare donc avec les nouvelles installations de pompes à chaleur donc géothermique. Bon, donc là, on a ce qui relève des sondes, des nappes en bleu, et puis bah, le reste, ce qu'on va associer donc aux échangeurs horizontaux ou compacts. Mais ces données-là, comme elles ne sont pas déclarées, on n'a aucune façon de vérifier. Alors peut-être que là-dedans, il y a un certain nombre de choses qui passent un peu à la trappe en termes de déclaration, je ne sais pas. Mais voilà, on peut quand même se poser quelques questions. Par exemple, en 2019, on était à près de 3000 nouvelles installations de type individuel, parce qu'on est donc sur des puissances d'échangeurs inférieures à 22,5 kW. Et on n'avait que moins de 800 installations. Donc voilà, après il y a eu là on n'a pas mis le début de la mise en place de la télégémie, donc peut-être aussi des phases de rattrapage, ça permettra d'améliorer certaines connaissances. Voilà, alors j'en ai terminé. Alors, ouais, c'était un peu plus long que prévu, mais voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. J'espère que j'ai été assez clair. C'est très technique et c'est pas aussi simple que ça, donc j'ai essayé de faire au mieux. Non, mais merci beaucoup pour cet éclairage très complet. Il y a quelques questions dans le chat. Alors, on va commencer par Théodoras de Géothermac qui demande si on prélève de l'eau dans une nappe d'accompagnement d'un cours d'eau, peut-on réinjecter l'eau dans le cours d'eau lui-même? On peut, mais du coup, ça ne sera pas dans un critère GMI. Et donc là, on est dans ce que j'expliquais, dans des trucs assez spécifiques où c'est le cas de figure, pif, paf, pouf, c'est le cas de figure 1C, c'est-à-dire que donc avec un impact environnemental, euh, pardon, je vais y arriver. Donc voilà, donc présentant des incidents significatifs sur l'environnement et les intérêts protégés par le Code de l'environnement. Donc on sera dans ce cas de figure. Donc ce ne sera pas de la GNI. Mais tout est possible. Après, on change de contexte réglementaire. Ok, merci. Ensuite, on a une question de Claude Goutte qui nous dit comment est évaluée la recharge thermique sur nappe? Je suppose qu'un développement massif de la GMI déplétera le sous-sol proche surface. Tu peux répéter, excuse-moi. Comment Ouais, tu les as normalement aussi, les Oui, questions dans alors, le attends, chat. oui, c'est qu'il est tout petit. Alors, ah oui. Alors, comment évaluer la recharge thermique des nappes? Alors, ça, ça, c'est dans. Là, moi, je peux pas trop répondre à ça. Je sais pas trop. Enfin, la recharge thermique des nappes, son évaluation.
Alors moi, j'ai pas trop travaillé sur les dossiers sur Naples. Je connais un peu plus le domaine des sondes. Du coup, bah là, c'est dans la phase faisabilité. Je pense il peut y avoir des choses qui sont regardées. Là, désolé, là, je ne saurais pas répondre. Alors, ensuite, on a une question de Régis Tudor qui nous dit: «Comment classifier les échangeurs thermiques profonds multidrains supérieurs à 150 degrés mais inférieurs à 20 mégawatts?» Alors, comment classifier ces échangeurs thermiques profonds multidrains? Bah ça, donc ça, alors ce serait cette configuration. Donc là, on va être plutôt dans les réservoirs profonds fracturés. Donc on va être sur ces, mais inférieur à 20 mégawatts, oui, donc bah après les 20 mégawatts, c'est la condition d'exploitation, mais on est dans le milieu au-delà de 150 degrés. Bah, c'est-à-dire que, alors, en gros, si c'est avant 2020, c'est les installations. Oui, alors la question est bonne parce que si l'installation elle est avant 2020, donc on est dans des permis. Si après on veut reposer son dossier, on rétrograde, on passe de la concession, pardon, au permis. En fait, on était dans une concession et aujourd'hui on serait plutôt dans un permis. C'est que effectivement on switch avec euh, à partir de 2020, on redescend d'un cran en fait. Pourrait-on avoir les slides? Oui, oui, les slides seront transmises. Je ne sais pas si Paloma, il y a d'autres questions. Bah, il n'y a pas d'autres questions dans le chat actuellement. En tout cas, D'accord. merci beaucoup, hein, pour ce webinaire. Merci à vous également d'avoir participé à ce webinaire. Toutes les slides et la rediffusion seront disponibles après le webinaire. Je vous renverrai un mail. Je renverrai également les slides du premier webinaire pour ceux qui sont intéressés. Et donc, on se retrouve début décembre pour le prochain. Donc pareil, on refera de la communication sur cet événement. Et également pour les fans de géothermie, le 26 octobre à Paris aura lieu le Club Innovation Forage Puits Innovant dédié à la géothermie. Donc vous pourrez retrouver toutes les informations sur le site Avenia. Donc voilà, encore merci beaucoup et bonne journée à tous.